Bonjour à tous, alors je reviens vers vous après assez longtemps, parce que je vous avais promis quelques vidéos que j'avais pas encore fait et que j'ai eu le temps d'étoffer par quelques recherches. Donc j'étais assez pris par mes études aussi, donc je reviens vers vous seulement maintenant, avec cette fois-ci une vidéo du coup sur l'eugénisme. Comme on en avait déjà discuté sur cette chaîne, je l'avais pas mal évoqué, l'intelligence et la psychologie sont des choses qui sont extrêmement héréditaires et liées à notre génétique. De l'ordre de 80% environ pour l'intelligence, les 20% restants étant de l'ordre plutôt de la santé, hein, l'éducation ne jouant aucun rôle sur l'intelligence d'un adulte. Et c'est tabou, ce qui est marrant parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est beaucoup plus important, on va dire, pour le devenir d'un individu ou d'un groupe, et surtout qui va être essentiel, cette croyance d'égalité au niveau de la psychologie et de cette négation de l'hérédité, de l'importance de la génétique, c'est quelque chose qui est essentiel au mythe de l'homme page blanche des Lumières, qui permet d'asseoir la démocratie et l'égalité en droit. Paradoxalement, l'hérédité, elle est beaucoup plus acceptée sur l'apparence physique parce que c'est plus visible, alors que peut-être elle est en fait moindre à ce sujet-là que sur la psychologie et l'intelligence. La psychologie et l'intelligence sont probablement beaucoup plus génétiques et héréditaires, ne serait-ce même que l'apparence physique, qui en fait n'est qu'une représentation de la génétique d'un individu, une représentation visuelle. Mais l'essentiel n'étant pas l'apparence physique, mais plutôt en fait les traits de comportement d'un individu. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que ce sujet soit très tabou, déjà du côté républicain, athée, moderne et progressiste, de la gauche, mais ça l'est étonnamment aussi par confusion d'ailleurs, pour beaucoup de la droite, même surtout la droite catholique, qui semble avoir intégré beaucoup d'idées humanistes, qu'ils croient faire partie du cortège moral, on va dire, catholique, alors que ce n'est pas le cas, et on va voir ça tout de suite. Bon, l'eugénisme, la définition d'eugénisme, c'est bonne naissance, c'est la volonté, peu importe les moyens utilisés, d'arriver à une amélioration du patrimoine génétique de l'individu moyen d'un groupe. Alors il y a eu beaucoup de penseurs de l'eugénisme. Le terme, il me semble, a été inventé par Francis Galton, mais c'est une idée qui est très ancienne sur laquelle il y a eu beaucoup de débats et de branches différentes que je ne vais pas évoquer ici, le but n'étant pas une étude historique de la question. Je ne vais citer après que quelques auteurs qui sont importants pour comprendre les conceptions et idées principales qui sont utiles un peu à cette présentation, à cette réflexion. Parce qu'en fait, tout le monde est eugéniste, qu'on le veuille ou non. Ce serait hypocrite de se dire contre l'eugénisme, parce que par exemple, l'attirance physique envers une personne, c'est pour tout le monde le premier critère de choix d'un partenaire. Alors il peut y avoir d'autres critères de choix absolus qui font que même une personne attirante ne sera pas sélectionnée, mais la personne avec qui vous passerez le reste de vos jours, dans 99% des cas, est choisie sur des critères d'apparence physique. Pourquoi? Tout simplement parce que les traits du visage, ce qui était connu des anciens par la physionomie, c'est que les traits des visages sont des indicateurs qui permettent à nos instincts de juger de la qualité de la génétique d'un individu. Et c'est d'ailleurs un bien qui donc du coup ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Parce que de la même façon que c'est un bien de guérir une maladie, c'est aussi un bien de prévenir l'apparition de maladies, de handicaps et de limitations que la génération suivante pourra porter. Alors, pourquoi évoquer le sujet de l'eugénisme aujourd'hui? Tout simplement parce que depuis l'arrivée au pouvoir de l'humanisme et de toute la pensée moderne des Lumières et l'installation des démocraties en Occident, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe au moins, on a vu s'établir en parallèle, au sein de ces démocraties et de ces sociétés occidentales, l'émergence de toute la médecine moderne et son extension de plus en plus importante dans la vie quotidienne des membres de la société. Et c'est quoi cette pensée humaniste en fait? C'est-à-dire qu'avant, la pensée de l'Occident était chrétienne, c'était la pensée de la croix, c'était la recherche permanente du bien et de l'excellence au mépris du confort et du bien-être individuel, la recherche tout le temps de la transcendance, de l'excellence. C'est en fait cette pensée qui a fait mourir des centaines de personnes dans la construction des cathédrales, là où aujourd'hui l'homme moderne s'offusque par exemple qu'un pompier meure en essayant de sauver une cathédrale. Pour l'homme moderne, Dieu n'existe pas, il n'y a donc pas de justice. L'important c'est donc la jouissance, le confort et le bonheur personnel, humain, individuel, au mépris de toute transcendance. Pour l'homme moderne donc, tout sacrifice est absurde. Une pensée qui est très animale et très facile, mais ceci dit qui est fausse parce que l'homme étant amené à mourir de toute façon, il ne restera un jour plus rien de ce bonheur et de cette
jouissance, là où même aux yeux du monde, celui qui a travaillé toute sa vie pour l'excellence pourra laisser une marque sur cette terre. Et donc la médecine moderne, en parallèle de tout ça, s'est développée de façon totalement irréfléchie pour permettre le plus de jouissance, le plus longtemps possible, et le plus de vie en bonne santé des êtres humains, à la recherche de toujours plus de confort, sans se poser la question des conséquences de la fin de la sélection naturelle ou de moins de sa réduction drastique depuis l'avènement de la société industrielle. Et ça, c'est d'autant plus grave parce que cette démocratie s'est ensuite établie d'autant plus fortement sur les masses parce qu'elle les a nourris par le socialisme. Le socialisme, c'est-à-dire la répartition des richesses qui prend les ressources des gens les plus productifs, capables d'excellence et de grandeur, pour nourrir les masses, toujours à la recherche de confort et de bien-être, sans être capable d'accomplir quoi que ce soit. Et donc, on a fait mourir l'excellence, la transcendance et la vertu sur l'autel du confort et du bien-être personnel. C'est une inversion de la croix, c'est un rejet de la croix, au point que toute personne qui va contre cette idée et ne se sent pas heureux dans une société comme ça parce qu'il a un besoin de cette transcendance et de ce sacrifice et de cette excellence, une telle personne aujourd'hui est considérée comme étant malade, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne se sent pas à sa place, elle ne se sent pas heureuse, et donc du coup, va rentrer en dépression parce que sa vie n'a absolument aucun sens, et va être traitée, parce que oui, c'est donc désormais une maladie, par des médicaments qui vont altérer la chimie de son cerveau, c'est-à-dire des antidépresseurs, pour lui faire accepter la situation qu'il doit accepter comme étant normale. C'est donc qu'il y a un problème avec lui, puisque la norme est ce que représente la majorité et non ce qui est sain. Et que donc toute pathologie et infirmité représentée chez la majorité des gens sera donc considérée comme la norme alors qu'elle est une pathologie, et ce seront donc les minorités saines qui seront considérées comme pathologiques dans cette situation-là. Et cet ordre social va donc par une pression permanente avantager la médiocrité aux dépens de l'excellence, c'est-à-dire la majorité aux dépens de la minorité. L'intelligence, donc qu'on peut stimer par le QI, mais aussi d'autres traits de comportement, les talents, somme toute, deviennent un désavantage sélectif. Ce que montrent toutes les statistiques d'ailleurs, parce que depuis l'époque victorienne, c'est-à-dire l'arrivée de la société industrielle, le QI a baissé drastiquement parce que les gens, plus ils sont intelligents, moins ils ont d'enfants. Un phénomène qui est d'autant plus fort depuis l'arrivée des femmes sur le marché des études et du travail. Cette dysgénie peut avoir au sein d'un même peuple, c'est ce qu'on a vu en Russie, ça a été volontairement mis en place par Trotsky avec sa stratégie des nègres blancs, voulant créer une nouvelle race qui soit totalement assujettie au parti et incapable de survivre par elle-même, en massacrant notamment tous les paysans qu'ils appelaient les koulaks, qui étaient capables d'être, on va dire, indépendants et productifs. C'est ce qu'on a vu aussi d'ailleurs depuis la Révolution française en France avec les massacres de la Terreur et ensuite l'épuration après la Seconde Guerre mondiale. Le français moderne et l'occidental moderne dans une large mesure, descendant de paysans domestiqués, incapables d'une véritable indépendance intellectuelle et politique, et dont la capacité à surmonter ces vices est d'autant plus altérée. Mais c'est encore plus grave quand les frontières sont abolies. On peut faire une comparaison entre ce principe des frontières et son effet sur la dysgénie et celui des grands pétroliers qui traversent les océans, dont le pétrole n'est pas transporté dans une seule et même grande cuve, mais dans plein de cuves séparées les unes des autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces différentes cuves, qui contiennent moins d'essence, limitent les effets des vagues sur le pétrole et donc du coup empêchent le bateau de chavirer. L'abolition des frontières va donc augmenter de façon exponentielle la rapidité de cette dysgénie, non seulement en favorisant les individus les plus dysgéniques au sein d'un même peuple, mais en favorisant d'autant plus les peuples les plus dysgéniques aux dépens des peuples les moins dysgéniques, et c'est évidemment la première chose qu'on voit, surtout en France et en Occident. Ce mouvement de peuples moins productif et moins élaboré va augmenter d'autant plus d'ailleurs la pression économique sur les membres de la société socialiste dans laquelle ils arrivent par une hausse des prix, une hausse des impôts et une baisse de la productivité, ce qui va inévitablement plomber d'autant plus ceux qui payent par leurs impôts ces nouveaux arrivants. La deuxième conséquence inévitable de la médecine moderne, c'est un esclavage. Puisque l'homme possède de moins en moins en lui, par la dysgénie, les capacités à être en bonne santé, puisqu'il n'est plus sélectionné par la nature sur son absence de problèmes de santé,
de problèmes aussi intellectuels, mais aussi simplement de maladies génétiques ou de capacité d'indépendance financière par sa productivité, son intelligence. Il devient donc l'esclave de la machine grandissante du système de santé. Cette machine qui est elle-même d'ailleurs assujettie à l'État, qui lui-même est assujetti au pouvoir financier, ce qui crée une masse d'individus sans famille, sans héritage, sans ambition et sans talent, qui ne possèdent rien et qui est heureux évidemment. Donc si on résume, le but ultime de la société moderne et de la médecine moderne, ce serait de produire un homme avec 2 neurones, capable uniquement de bien-être physique primaire, mais totalement incapable de grandeur et de toute pensée originale, mais immortel et branché à une machine, le gardant éternellement dans un état de bien-être physique, sans aucune liberté dangereuse pour cet état. Et donc sans voir ultimement ce résultat absurde que serait celui de la médecine moderne, il y a la situation actuelle en fait. Inévitablement, par la dysgénie et cet esclavage, la balance entre contributeurs et bénéficiaires dans ce système finit par créer de la misère. Oui, parce qu'il y a moins de gens pour payer et plus de gens qui ont besoin. Et donc ce système, inévitablement, finit par créer la misère et la faillite du système de santé et de la prospérité des États-providence en Occident, et c'est ce qu'on voit déjà actuellement. Et donc les politiques, les citoyens ou même les chefs de service en médecine sont particulièrement hypocrites parce qu'ils pleurent sur les problèmes dont ils sont la cause en fait. Les médecins en fait sont d'autant plus hypocrites parce qu'ils n'ont pas l'excuse de l'ignorance sur les questions de la génétique et de l'hérédité, là où les masses restent dans un obscurantisme républicain qu'on leur inculque depuis le plus jeune âge, celui de l'homme page blanche, de celui des encyclopédistes. Et évidemment des facteurs socio-économiques qui expliqueraient tout magiquement. À l'heure actuelle, la solution qui a été choisie est donc celle de l'autruche. C'est-à-dire pour ne pas avoir le mauvais rôle et ne pas avoir à imposer maintenant la difficulté aux autres et à eux-mêmes, ils préfèrent créer de la dette. Comme en économie d'ailleurs à l'heure actuelle, c'est un autre exemple parfait de cette mentalité. Et c'est-à-dire augmenter la misère et la dysgénie de la génération future pour ne pas être tenus responsables des plus grandes difficultés qu'ils imposent aux générations futures. Difficultés qui seront d'autant plus difficiles à résoudre le mieux possible et sans souffrance par justement cette génération future. Et donc l'inaction et cette tactique de l'autruche, ce n'est pas une solution. Parce que l'erreur, c'est une erreur très moderne d'ailleurs, hein. C'est bien celle-là, c'est celle de l'inaction. Mais en fait, par l'inaction et la passivité, on ne se dédouane pas, on ne fait que se rendre coupable activement des méfaits que l'on laisse faire par les autres. C'est un problème que je traiterai d'ailleurs dans une prochaine vidéo sur la radicalité et le sujet de la violence. C'est un véritable problème philosophique qui s'est immiscé malheureusement dans beaucoup d'esprits, même chrétiens. Et donc, quelles différentes solutions existent-ils puisque nous ne pouvons pas faire l'autruche sur ce sujet? La première serait simple, c'est d'abandonner la médecine moderne et la société industrielle. C'est la solution qui a été proposée par Theodore Kaczynski, le Unabomber si connu, et d'ailleurs dont le manifeste est particulièrement intéressant que je vous invite à lire. C'est une solution, certes, mais c'est une solution qui n'est pas réalisable parce qu'il semble difficile de prendre l'avantage sur une société technologique sans la technologie, puisque la technologie apporte un avantage décisif dans toute lutte, peu importe les moyens par lesquels elle passe, qu'elle soit politique, médiatique ou autre. Et en plus de ça, la science permet toujours d'exploiter bien plus efficacement des principes et des lois naturelles. C'est ce qu'on voit en physique par exemple, où la découverte des lois de Newton a permis justement de faire des inventions d'autant plus importantes par la suite dans tous les domaines, plutôt que de simplement comprendre conceptuellement sans expliquer et exploiter ces principes physiques. Il y a d'autres solutions. Il y a la solution voulue par les eugénistes comme Sanger. Madame Sanger, c'était non moins que la fondatrice du planning familial. Et donc, elle voulait passer par tous les moyens, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens, toutes les méthodes sont bonnes pour arriver à cet eugénisme, et donc d'utiliser notamment l'avortement, la contraception et la stérilisation. À l'époque, ça pouvait penser pour un esprit athée, disons-nous, comme quelque chose de rationnel. Mais force est de constater aujourd'hui que les résultats de l'apport de la contraception et de l'avortement, en fait, ont été totalement contre-productifs. Parce qu'en fait, les seules personnes capables de réfléchir
et de renoncer à la reproduction sont en fait les personnes les plus capables, les plus intelligentes. Et donc en fait, aujourd'hui, par l'avortement et la contraception, en fait, on permet cette situation où les personnes justement les plus talentueuses et intelligentes n'ont pas d'enfants. Ou du moins, on accentue ce problème. Là où par exemple les masses les plus médiocres ne se poseront jamais la question, puisque l'État-providence sera là toujours pour assurer leur subsistance dans leur état médiocre. Et donc aujourd'hui, on se retrouve malheureusement avec les mauvaises méthodes pour les mauvaises fins, ce qui d'ailleurs condamne d'autant plus les gens qui veulent faire l'autruche sur la question de l'eugénisme et refuser d'adresser le sujet parce qu'ils assimilent systématiquement l'eugénisme à des mauvaises méthodes, alors que les pires méthodes de toute façon sont déjà en place aujourd'hui pour la dysgénie. Un autre exemple que je considère beaucoup plus intéressant est celui d'un homme qui est mort en 1944, c'est le médecin d'eugénie, le chirurgien vasculaire et l'eugéniste Alexis Carrel. Lui établit la thèse de l'eugénisme volontaire. C'est le principal inspirateur de cette vidéo et si je vous invite chaudement à lire ses livres, si vous devez en lire certains, je pense que ceux-là seront les plus intéressants, surtout si vous travaillez dans le domaine médical ou en tant que médecin comme c'est mon cas, je vous invite fortement à lire autant de ses livres que vous pouvez. Et c'est l'homme non seulement qui a été un pionnier des greffes, notamment des greffes de reins, des tests sur les animaux, qui a inventé le daquin et énormément de techniques de chirurgie vasculaire aujourd'hui encore utilisées, qui sauvent des millions de personnes. Paradoxalement, peut-être pas ce qu'il aurait voulu, malheureusement. Et il a été de façon certes un petit peu questionnable membre de la fondation Rockefeller pendant longtemps, mais il a ensuite été renié pour de nombreuses décisions de vie, par ces mêmes milieux, on va dire, scientistes, académiques et internationalistes. Il a été renié parce qu'il a exprimé des sympathies envers un certain régime allemand des années 30. Il a été aussi membre du PPF d'Oriot à la même époque, mais aussi il a été attaqué pour avoir constaté scientifiquement plusieurs miracles ayant eu lieu à Lourdes, qui d'ailleurs amèneront à sa conversion parce qu'il se mariera avec l'infirmière qui prenait soin d'un enfant qui avait été justement sauvé miraculeusement et dont il avait fait le compte-rendu. Il se mariera donc avec cette femme et mourra en catholique ayant reçu les derniers sacrements. Et donc son eugénisme volontaire, pour le résumer simplement, vise par l'éducation à, on va dire, pousser les gens à un eugénisme volontaire, ce qui n'est pas forcément idiot, parce que par la propagande, on voit à quel point les masses, à l'heure actuelle, sont tout à fait capables, en fait, de totalement refuser la reproduction pour les mensonges du réchauffement climatique et d'autres foutaises mondialistes, ou même de croire en des mythes historiques totalement faux qui justifient absolument tous les méfaits d'une certaine population. Et donc simplement par l'éducation, il est possible certes d'arriver à des résultats où les gens choisiront ou non par exemple de se marier ou de ne pas se marier sur des critères eugénistes qui leur auront été enseignés pendant leur éducation. Mais je pense que ce n'est pas suffisant tout simplement parce que les individus les plus médiocres, je pense, n'arriveront pas forcément à avoir cette abnégation et cette conscience personnelle. Je pense, et c'était d'ailleurs aussi son opinion, qu'il faut revenir à un ordre social totalement différent et mettre fin au système démocratique actuel, au socialisme et à l'État-providence. En fait, si on regarde, l'ordre social chrétien qu'on a eu au Moyen-Âge et à la Renaissance et après, jusqu'à la Révolution et l'arrivée notamment de la Révolution industrielle, a été naturellement eugéniste et a augmenté notamment l'intelligence moyenne des peuples européens, mais aussi leur niveau de santé et leur talent, leur capacité de façon générale. Les classes de la noblesse, au fur et à mesure, au fil des épidémies, des guerres, mais aussi tout simplement d'une natalité différentielle avec les classes paysannes, ont remplacé, entre guillemets, 2 fois ces classes paysannes à travers l'histoire récente de l'Europe. Un autre élément qui a dû jouer aussi fortement là-dessus a été les lois qui à l'époque condamnaient la plupart des comportements immoraux qui aujourd'hui sont légalisés. Et donc probablement a effectué un certain écrémage sur la psychologie générale, au-delà de l'intelligence, même si la capacité à être moral en général est liée, tout comme l'intelligence, au cortex préfrontal, donc il y a un lien entre les deux. Disons que le QI moyen d'un prisonnier est plus bas que celui de la population générale. En fait, les lois de cette époque condamnaient aussi beaucoup de choses qui ne sont plus condamnées aujourd'hui en termes d'immoralité, et donc a probablement effectué une sélection naturelle sur des traits psychologiques pour rendre les gens naturellement plus enclins à la vertu. D'autant plus que par la peine de mort notamment, ce système-là était beaucoup plus sévère légalement. Tout ça aussi parce que dans cet ordre social, la meilleure façon d'en arriver à cet eugénisme, ça a été le simple fait qu'une grande partie de la population, jusqu'à 1/3, vivait dans le célibat.
de célibat religieux, notamment les moines et les prêtres, et que c'était souvent orienté sur des critères eugénistes parce qu'en absence d'État socialiste, tout simplement, quelqu'un qui réussit moins va trouver dans la vie religieuse une solution rationnelle à sa situation personnelle, on va dire, moins avantageuse que celle peut-être de ses frères et sœurs. D'ailleurs, le mariage, jusqu'à l'époque moderne, y compris au Moyen-Âge, a toujours été considéré dans le passé sous un angle eugéniste, depuis très longtemps, même si c'est un fait qui a été beaucoup oublié. Le mariage, selon même la doctrine chrétienne, et tout simplement aussi la philosophie antique, est censé être orienté pour le bien de la cité secondairement. Et donc d'ailleurs, c'est le principe de l'eugénisme est mentionné dans l'encyclique Humanae Vitae, qui dit explicitement que les parents, notamment, peuvent procéder à un contrôle des naissances par des méthodes non contraceptives, par une abstinence à certains moments du cycle. Ils peuvent limiter le nombre d'enfants qu'ils peuvent avoir pour des raisons et des critères eugénistes. C'est sûr que par exemple, si vous avez une maladie génétique sévère chez vos 2 premiers enfants, il est peut-être justifiable de ne pas en faire plus. C'est une évidence et c'est un principe qui me semble très chrétien. Mais donc, l'ordre social peut aussi être non seulement annulé, l'ordre socialiste tel qu'il est à l'heure actuelle, mais aussi peut-être inversé. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des aides au célibat, justement, pour les personnes les moins avantagées génétiquement, notamment sur les questions de l'intelligence, mais aussi de la santé et de beaucoup de critères génétiques qui peuvent être établis. Et il peut y avoir des aides ou même des obligations de procréation pour les OQI, et notamment pour les femmes qui, malheureusement, quand elles sont talentueuses, vont beaucoup se perdre dans des études sans enfants et d'ailleurs mourir malheureuses pour plaire à la société. Au-delà de ça, nous sommes aussi au XXIe siècle, il y a des méthodes modernes qu'il ne faut peut-être pas rejeter, qui pourront nous aider grandement dans ces démarches. La première, ça peut être évidemment les progrès de la génétique qui peuvent nous aider à faire des diagnostics et des thérapies génétiques pour accélérer ce processus. Mais il faut faire attention cependant avec les méthodes et rejeter notamment toutes les méthodes qui vont dissocier la reproduction de l'acte reproductif, comme la fécondation in vitro et la contraception, l'avortement, et toutes ces choses-là, parce que malheureusement, celles-ci vont aussi détruire le substrat familial et détruire la société à long terme, puisque sans la famille, la société ne peut pas exister et prospérer. Et l'éducation est la plupart du temps un échec dans ces situations-là. On pourrait utiliser ces thérapies géniques pour changer des gènes défectueux ou désavantageux au sein de nos cellules germinales, c'est-à-dire des spermatozoïdes ou des ovules, pour que les enfants qui viennent à naître soient meilleurs génétiquement que leurs parents. Et il faut faire attention aussi avec ces méthodes-là, parce qu'il convient évidemment de ne pas totalement éradiquer des gènes qui pourraient être considérés comme un peu désavantageux, parce que si ça se trouve, il y a beaucoup de gènes à double tranchant dont on ne connaît pas toutes les fonctions, et si ce n'est pas un gène qui donne une maladie génétique mortelle, c'est une bonne chose certes de réduire sa fréquence, mais il ne faut pas la supprimer totalement, parce que si ce gène par exemple permet la survie à une certaine épidémie, et que l'on ne le sait pas encore, le jour où cette épidémie arrive, tout le monde meurt. Il faut donc garder une certaine proportion de réserve, on va dire, de conservation de certains gènes, même s'ils semblent être désavantageux. Donc seulement de réduire leur fréquence dans la population générale. Et aussi évidemment faire attention au bricolage et ne pas inventer de nouveaux gènes, de faire de fabrication de nouveaux gènes pas présents dans la nature, dont les conséquences pourraient être dramatiques si elles ne sont pas contrôlées et comprises. C'est extrêmement important parce que la fin de la politique, certes, c'est mettre l'homme et le peuple au service de la vertu, et la fin de son système de santé doit être justement d'améliorer les capacités de l'homme à la vertu, les capacités moyennes de l'homme à cette vertu. Elle doit être justement de produire des hommes qui sont capables d'excellence au sacrifice de leur confort et de leur bien-être personnel momentané. Et il appartient aussi finalement à l'Église de s'occuper de mettre ce même peuple au service de Dieu. Ce sont donc des entités et des missions qui ne sont absolument pas contradictoires, celle d'abord de la médecine, celle de l'État, puis celle de l'Église, mais qui en fait sont complémentaires et ne devraient pas s'opposer. Et c'est d'ailleurs probablement une des plus grandes tragédies du siècle dernier, c'est celle d'avoir créé la discorde entre ces trois éléments essentiels à la vie de l'individu, c'est-à-dire sa santé au sens large, ce qui inclut ses capacités, dont le système de santé est responsable, deuxièmement sa capacité à la vertu dont l'État est responsable, et troisièmement sa capacité au salut dont l'Église est responsable.